À la page 21 du chapitre 43 de mes notes de cours, on va résoudre une première situation dans la section 4.5 de Séguin, section qui s'intitule le moment de force magnétique. La situation 1 qui s'intitule elle-même le moment de force sur un cadre, on devrait dire conducteur rectangulaire, dont le plan est perpendiculaire au champ magnétique. Pour mieux comprendre ce qu'on mentionne ici, je vous invite à arrêter la vidéo, aller lire le libellé à la page 368 et à lire également le paragraphe qui précède la situation. Avant de résoudre la situation, je vous rappelle que au chapitre 42, chapitre précédent, on avait vu qu'un fil conducteur rectiligne sur lequel il y a un certain courant et qu'on soumet un champ magnétique, mais il va exister une force magnétique qui peut faire déplacer le fil. Mais un cadre conducteur, c'est 4 fils, si on veut, dans ce cas-ci, qui forment un rectangle. 4 fils conducteurs, chacun de ces fils-là peut subir une force magnétique lorsqu'il est dans un champ magnétique. Bon, à la lecture du problème, on disait qu'on avait un cadre en 2 dimensions. Donc, c'est un cadre qui a une certaine hauteur, une certaine largeur, mais qui n'a pas nécessairement beaucoup de profondeur. On néglige sa profondeur, on nous donnait les 2 dimensions. On nous donnait le système de coordonnées, donc on disait que les 2 dimensions du cadre est dans le plan YX ou XY. La troisième dimension, Z, était la dimension en altitude, si on veut, donc sortant du plan. Et à la situation 1, on ajoutait que ce plan-là était soumis à un champ magnétique, lui, qui est selon l'axe Z, mais selon l'axe Z négatif. Donc, il est soumis à un champ magnétique B qui rentre dans l'écran. Et maintenant, avant d'essayer de résoudre le problème, il faut vraiment se pratiquer à voir ce cadre-là de différentes façons. Ça, c'était la vue de face. Je peux tourner l'objet pour le voir de côté. Là, il faut imaginer qu'on tourne le cadre, que la ligne en 4 ici là, va se rapprocher de vous, que la ligne 2 ici va s'éloigner. Je fais tourner le cadre pour, dans le fond, avoir ma vue, mon œil qui serait ici, puis qui regarde la ligne 4. Okay? Donc, c'est une vue de côté. Tout ce que je vais voir, c'est une ligne. L'axe Z va tourner de 90 degrés, va se pencher sur le côté, puis on le verrait ici. Et maintenant, j'ai l'œil qui pointe, l'axe X pointe vers mon œil, ce qui est dessiné ici. Et l'axe Y, lui, me pointe encore vers le haut. Fait que ce que je vois, c'est le fil numéro 4 qui est face à moi. Le fil numéro 2 est caché derrière du 4. Puis en haut, je vois l'extrémité du fil 3, si on veut. Puis en bas, l'extrémité du fil 1. Le courant I qui descendait comme ça dans le fil 4, ça veut dire que ce courant-là descend face à moi présentement, il descend dans ce fil-là. Et en haut, il sortait puis se mettait à descendre. Donc ici, je pourrais indiquer mon courant I comme sortant, puis là, il va maintenant descendre dans le fil. Puis rendu en bas dans le fil, il va rentrer pour s'en aller dans le cadre. Donc il serait rentrant comme ça. Le champ magnétique B, si je fais tourner en rapprochant le fil 4 de moi, le champ magnétique B, qui était rentrant dans la feuille, va être l'inverse du Z de toute façon. Donc, il serait comme ça sur le côté, donc il pénètre à l'intérieur du cadre. J'ai essayé par tous les moyens là, de filmer ce mouvement-là avec un cadre réel, puis d'intégrer ça le logiciel que j'utilise pour produire des vidéos. J'ai essayé avec un logiciel de dessin. J'ai déjà passé plusieurs minutes, donc quelques heures là, à essayer ça. Ça n'a pas été un résultat concluant, donc ça va aller à l'année prochaine là, avant que j'arrive à faire des vidéos intéressantes pour montrer tous ces mouvements-là. Donc on est obligé de se limiter cette année là, à ces présentations-là encore. Bon, on va travailler dans un premier temps juste avec ces deux vues-là, donc la vue de face et la vue de côté. Et là, je vais vous demander de pratiquer au besoin d'arrêter la vidéo et de calculer, par exemple, quelle est la force magnétique sur le fil d'en haut. On connaît le I, donc on met notre bras selon le I. On tourne nos doigts selon le B, puis le pouce devrait nous donner une force magnétique vers le haut. Donc la force magnétique sur le fil 3, il y a une force qui essaie de déplacer le fil magnétique vers le haut. Et même chose sur le fil 1, mais il se dirige de l'autre côté. Donc si vous mettez votre main sur ce fil-là, vous allez arriver avec une force magnétique vers le bas. Puis on fait la même chose pour le fil 4.
Peut-être plus facile à faire dans un premier temps pour le fil 3 parce qu'on met notre bras vers en haut, nos doigts tournent vers le B rentrant dans la feuille, mon pouce va pointer sur le côté comme ça, donc c'est la force magnétique sur le fil 3. Et si on fait la même chose, mais cette fois-ci, il faut le faire vers le bas, mais j'aurai une force magnétique qui pointe vers la droite ici. Et évidemment, si j'ai physiquement ce cadre-là, puis que j'applique ces forces-là dessus, je me trouve juste à essayer d'agrandir le cadre, mais ça ne crée aucune rotation dans le cadre. Vu de côté, on voit juste le fil 4, donc il y aurait une force magnétique qui pointerait vers moi. Donc au même titre là, que ça représentait l'axe X, il pourrait également représenter une force magnétique là, qui pointe vers moi. On va continuer maintenant avec la vue de haut que je vais décacher d'un seul coup. Donc imaginez que vous venez vous positionner en haut ici et vous regardez vers le bas. Bien, tout ce que vous allez voir, c'est le fil 3. Puis les autres fils vont être cachés en arrière du fil 3. Je vais le décacher d'un coup, mais il faudrait prendre le temps de comprendre tout ce qu'on voit. Donc le fil a basculé, si on veut, le fil 1 a reculé, puis le fil 1 a basculé vers nos yeux. Donc je vois l'axe Y qui pointe vers moi. La force magnétique FM3 pointe également vers moi. Le courant s'en va de gauche à droite dans ce fil-là, donc le courant est indiqué ici, et il rentre dans le fil 4, mais ça c'est le côté du fil 4, donc il rentre, alors qu'il sortait pour arriver dans le fil 3, donc il est sortant ici. Et je vois, si je regarde d'en haut, ben, je vois la force ici, puis la force ici que j'ai représentée ici. Donc ces deux forces-là essaient d'étirer le cadre présentement. Et si j'ai basculé ce cadre-là pour le regarder d'en haut, je vois le champ B rentrant, donc je verrai un champ B rentrant dans le cadre comme ceci. Je vais décacher finalement la vue en perspective, qui n'est pas la plus facile à dessiner, mais qui est la plus facile à regarder parce qu'elle nous permet vraiment de voir l'effet 3 dimensions. Donc là, je semblais l'avoir dessiné. On a notre axe Z ici, donc B est dans le sens inverse de l'axe Z. On a nos différentes forces là, qui sont dessinées par rapport aux différents axes, puis le courant qui tourne. Donc, ce n'est pas un dessin facile à faire. Je ne vous demanderai jamais de le faire. Si la vue en perspective, ce serait toujours à moi de la fournir si on veut, mais je pourrais vous demander d'ajouter les choses sur le dessin si nécessaire. On va poursuivre maintenant en essayant de voir qu'est-ce que ça donnerait comme résultat si j'essaie de calculer le module des différentes forces magnétiques qu'on a vues. Donc, ça fait appel à la formule qu'on avait dans le chapitre 42 parce que pour chacun des côtés du cadre, cela correspond à un fil. Donc, je prends la formule pour un fil, donc le courant fois la longueur du fil fois le champ magnétique B, et fois l'angle entre la longueur du fil et le vecteur B. Eh bien, prenez la vue qui vous aide le plus à comprendre. Mais si on essaie de calculer l'angle entre L et B, pour n'importe quelle longueur, ici j'ai une ligne ici, le B est rentrant, j'ai un angle de 90 degrés entre les deux côtés, même chose pour le 4, puis son vecteur, donc le 4 on le voit mieux avec la vue de côté, ça c'est ma longueur, c'est une ligne que je pourrais mettre ici, ben, elle fait un angle de 90 degrés avec le B ici, puis la ligne en haut, qu'on voit mieux avec la vue de haut, ben, fait un 90 degrés avec le B. Donc, j'ai toujours des sinus 90 degrés. Ce qui fait que l'angle entre le fil et B est toujours de 90 degrés pour toutes les forces. Ce qui veut dire que dans cette formule-là, j'écrirais toujours sin 90 degrés, qui est l'équivalent de 1. Donc, ça fait disparaître le terme ici. Et la longueur du fil, ben, dépendant si je suis sur les fils 2 et 4, la longueur c'est B, puis pour les fils 1 et 3, la longueur c'est A. Donc la force magnétique pour 1 et 3, ben, ça va être 1 fois la longueur c'est A, petit a, et le champ magnétique c'est B. Alors que pour FM2 puis FM4, c'est encore I, mais la longueur maintenant c'est petit b, puis le champ magnétique c'est grand B. Si vous analysez ces quatre forces-là sous l'aspect de la loi de Newton, qui dit que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération, ben, quand vous regardez sur le dessin et les valeurs qu'on utilise, ce vecteur-là est obligatoirement égal à ce vecteur-là, puis lui est obligatoirement égal à ce vecteur-là. Donc la somme des forces m'amène à dire que cette somme des forces-là est justement égale à 0, puis que ça ne va créer aucune accélération au cadre. Au niveau de la rotation du cadre, maintenant, si j'essaie d'imaginer si le cadre pourrait tourner
alentour de l'un de ces axes ou de n'importe quel axe. Encore une fois, il faut faire un exercice, il faut essayer de l'imaginer, il faut mettre la main à la pâte, utiliser un cadre s'il faut, puis tirer dessus. Mais avec toutes les forces qui sont illustrées, puis que j'ai remis ici sur le dessin en perspective, que vous mettiez un axe de rotation à n'importe quel endroit, ça va toujours s'annuler, soit par symétrie, parce que ce qui essaie de le faire tourner, disons qu'on prend l'axe de rotation quelconque ici, ben cette force-là va essayer de faire tourner le cadre alentour de l'axe de la rotation, puis par symétrie, celle-ci le fait tourner de l'autre côté, puis ils ont la même efficacité à faire tourner d'un côté ou de l'autre, donc les moments vont être égaux d'un côté de l'autre, puis ça va toujours donner, ils vont s'annuler si on veut. Ou encore des fois, c'est le bras de levier. Si je prends l'axe de rotation, me dire je vais essayer de vérifier si ce cadre-là pourrait tourner par rapport à l'axe Y, bien, la force qui est ici, puis la force qui est ici, passe sur l'axe, donc ils ont un bras de levier de 0. Donc on va toujours arriver que pour n'importe quel axe de rotation, ce cadre-là ne veut pas tourner. Donc prenez le temps d'arrêter cette vidéo-là, de compléter votre feuille, puis de vraiment de réussir à imaginer que vous tournez le cadre et que vous êtes capable de redessiner les vecteurs là, dans les différentes vues possibles.